Bon, donc on va démarrer. Sachez que si vous êtes obligé de partir en cours de route, vous pourrez revoir le webinaire en différé, donc il n'y a pas de souci. Et surtout, si vous allez jusqu'au bout, n'hésitez pas à la fin à nous donner votre avis sur la qualité du webinaire et l'intérêt. Comme ça, on saura si ça vous a plu et si éventuellement on peut améliorer les choses ou reproduire encore d'autres conférences. Donc on y va. Donc personnellement, donc moi je suis Marie-Christine, moi je m'occupe de gestion de risque dans la prévention dans la prévention médicale, gestion des risques sur la médecine humaine. Mais donc aujourd'hui, on a décidé de faire un webinaire qui est ouvert aussi à nos collègues vétérinaires parce que il y a des sujets qui sont communs entre nos deux professions. Donc on a avec nous le docteur Michel Bossier. Donc Michel, vous êtes vétérinaire, vous avez été président de l'ordre des vétérinaires, mais vous avez bien d'autres corps de votre arc. Oui, d'abord, je suis sorti de l'école d'Alfort en 1975. J'ai exercé pendant 2 ans une activité d'assistant à l'École nationale de médecine vétérinaire de Tunis. Et puis mon activité ensuite a été une activité d'omnipraticien en élevage d'une part et en animaux de compagnie. Et il est vrai que je me suis investi dans les instances techniques, les groupements techniques vétérinaires, puis dans notre institution ordinale dont j'ai été président de 2010 à 2016. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, comme je vous le disais, intéresse à la fois les médecins et les vétérinaires. Alors en médecine humaine, je pense que s'il y a des médecins connectés, ils savent que le problème de l'antibiothérapie est un sujet important pour nous, puisqu'on a quand même beaucoup de résistance et que parfois on se retrouve dans des impasses thérapeutiques à cause de cela, qu'on a beaucoup d'épidémies de bactéries multirésistantes dans les hôpitaux, par exemple. Et donc, c'est vraiment un sujet préoccupant. On a aussi eu des campagnes nationales du style, vous savez bien, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, on en parlera aussi pour ce qui est des vétérinaires. Donc, on va essayer de faire un petit peu un lien entre, ma foi, les pratiques d'antibiothérapie chez le vétérinaire et chez les animaux, et puis voir un peu ce que ça peut avoir comme impact aussi sur la médecine humaine. Alors, c'est peut-être intéressant de commencer par donner, Michel, des définitions par rapport à ça, pour rappeler un petit peu le cadre de l'antibiothérapie et de l'antibiorésistance. Oui, d'abord, peut-être, alors c'est peut-être la diapo suivante, oui. Situer l'antibiothérapie, l'utilisation des antibiotiques dans le phénomène général de l'antibiose. La vie, je dirais, est telle que les êtres vivants, pour vivre, survivre, parfois sont en concurrence les uns avec les autres et peuvent s'opposer au développement de tel autre être vivant. Et notamment, on l'a découvert, bien sûr, c'est Fleming qui l'avait découvert avec la production par Penicillium notatum, une moisissure d'une substance qui s'opposait au développement de bactéries. Voilà. Donc je crois que c'est très intéressant de situer ça dans le phénomène général de l'antibiose. C'est un phénomène naturel. Il faut penser que, et il faut surtout ne pas l'oublier, et de manière à ce que les citoyens aujourd'hui, dans ce mouvement dans la prise en compte de l'antibiorésistance, ne confondent pas l'antibiorésistance avec le rejet des antibiotiques en tant que tel. Les antibiotiques, c'est au contraire des substances très utiles qu'il faut au contraire capitaliser. Mais on y reviendra. Utiliser à bon escient, bien sûr. Bien sûr. Donc on a sur l'antibiose, et donc du coup, sa contrepartie, c'est l'antibiorésistance. Alors comme effectivement on vient de le dire, l'antibiothérapie, c'est l'exploitation de ce phénomène naturel. Et parallèlement, un autre phénomène naturel s'est produit, s'est développé, c'est la résistance. Je dirais, tel être vivant agresse tel autre, mais il réagit, il se défend, il apprend à résister et il transforme son patrimoine génétique. Les bactéries peuvent muter, devenir résistantes aux antibiotiques, et évidemment, quand il s'agit de bactéries pathogènes, pour le médecin ou pour le vétérinaire, c'est très ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Alors, ce problème, il est assez important, puisqu'on a quand même quelques chiffres qui sont un peu alarmants dans ce domaine. Donc, pour nous en dire un petit peu plus au niveau mondial, peut-être, sur ces chiffres. Alors, oui, déjà, finalement, en France, selon une modélisation, parfois il y a une contestation du fait que c'est
c'est une appréciation mathématique parce qu'il n'est pas facile de déterminer, d'assurer que telle ou telle personne, tel décès est bien dû à l'action des bactéries d'une multirésistante. Mais les chiffres ont été validés par les biostatisticiens. On parle de 25 000 morts par an dans l'Union européenne dues à l'intervention de bactéries multirésistantes, 12 500 morts par an, c'est-à-dire la moitié finalement en France, pratiquement autant aux USA, ce qui est important, 700 000 dans le monde. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que selon certaines prévisions, pessimistes naturellement, la situation pourrait considérablement empirer et on pourrait s'acheminer vers 10 millions de morts au lieu de 700 000 dans le monde en 2050. Les infections humaines, oui, je vous laisse le dire, c'est 160 000 cas humains d'infections à bactéries multirésistantes. Voilà, 12 500 décès, on l'a dit, mais 160 000 cas humains d'infections à bactéries multirésistantes. C'est donc un problème majeur de santé publique. On n'a pas l'impression que, malgré toutes les tentatives des efforts pour essayer de travailler sur la pertinence de la prescription d'antibiotiques, on a même un petit peu de mal à endiguer ce phénomène-là. Oui, tout à fait. Alors je crois que ce qui est important, c'est d'examiner l'impact mondial et puis de retenir, notamment en France, et je pense que là aussi il faut le faire toucher du doigt aux citoyens, c'est qu'il s'agit d'un phénomène mondial. On est sur un phénomène écologique mondial. Disons que les facteurs de résistance se transportent facilement aujourd'hui avec la mondialisation des échanges, notamment les gens se déplacent beaucoup, les animaux aussi se déplacent beaucoup, et les actions contre l'antibiorésistance seront vaines si elles sont performantes dans telle ou telle région du monde et inexistantes à côté. Voilà. Alors, bon, comment on évalue cette résistance? Elle est évaluée par les laboratoires officiels qui réalisent d'abord des isolements de germes à partir de prélèvements qui leur sont adressés. Ils font des antibiogrammes et puis ils observent l'évolution dans le temps des résistances. Ils constatent qu'à tel moment, finalement, apparaît, face à tel germe, pour tel germe, une résistance à tel antibiotique qui n'existait pas au préalable. Voilà, donc il y a un suivi de l'apparition des résistances. Les laboratoires travaillent en réseau, et on peut apprécier ainsi l'évolution de l'antibiorésistance dans les divers pays du monde. Il y a un passage entre l'homme et l'animal, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a mis en place ce sujet aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on a démontré, il a été démontré que des bactéries résistantes de l'animal peuvent, je dirais, communiquer cette résistance à des bactéries pathogènes de l'homme et vice-versa. Donc on a fait la démonstration inverse. Et puis surtout, ce qui est important de retenir, je pense, dès maintenant, c'est qu'il a été démontré un lien très fort entre l'utilisation et la résistance. Donc plus l'utilisation, la résistance, phénomène naturel, comme on le disait tout à l'heure, mais elle est préoccupante en réalité parce que les antibiotiques ont été banalisés, on y reviendra d'ailleurs sur leur banalisation, et trop largement utilisés. Ils ont été victimes de leur succès finalement. Ils ont été victimes de leur succès, notamment à partir entre les années 60 et 80, on les a largement utilisés, et comme on le verra d'ailleurs plus tard, on ne les a pas seulement utilisés pour traiter les maladies infectieuses de l'homme et des animaux. Il y a eu d'autres usages, et ça c'est ce qui est un peu critiquable. En tout cas, il y a eu une utilisation massive qui s'est traduite par une explosion des cas de résistance. La pression d'utilisation conduit à une pression de sélection des bactéries résistantes, et on a donc eu cette explosion. Alors bon, quelques exemples, on sait que les salmonelles sont devenues, pour certaines, assez rapidement résistantes au fluoroquinolone, qui pourtant, je dirais, sont des antibiotiques qui sont apparus relativement récemment. Même chose pour un certain nombre de colibacilles, les Escherichia coli sont devenus résistants à des céphalosporines de 3e et 4e génération, et cela assez rapidement après l'apparition de ces antibiotiques sur le marché, ce qui est donc très préoccupant. Est-ce qu'il y a des bactéries qui potentialisent leur effet, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus rapidement résistantes en fait à différents types d'antibiotiques? Plus elles sont soumises à la pression des antibiotiques et plus elles sont rapidement résistantes finalement. Oui, Est-ce que c'est ce que vous semblez dire? Oui, tout à fait, tout à fait.
Donc il y a peut-être des bactéries, ou enfin, une série certains types de bactéries qui sont, ou d'antibiotiques qui sont concernés par ces Oui, différentes formes oui. de résistance. Oui, tout à fait. Alors, en médecine humaine, donc la résistance concerne surtout de nombreuses bactéries, mais surtout les bactéries Gram-. Et l'OMS distingue, je dirais, en fonction de l'urgence à trouver des solutions, trois priorités. Si vous voulez. Une priorité, il y a une urgence critique, il y a une urgence élevée, et puis un troisième niveau d'urgence concernant, en fonction de classes de bactéries et d'antibiotiques. Alors la situation la plus préoccupante, et notamment en médecine humaine, concerne les résistances au carbapénème et également les bactéries productrices de bêta-lactamase à large spectre, les BLSE comme on dit. Voilà, donc parmi ces bactéries, on peut citer, on l'a écrit ici sur la diapo, Acinetobacter, Pseudomonas, les entérobactéries, colibacilles notamment, en médecine vétérinaire aussi, bien sûr. Donc ça, c'est des sujets qui posent problème dans les communautés, enfin dans les établissements sanitaires, puisqu'on a beaucoup d'épidémies avec des porteurs qui viennent contaminer toute une population, avec des complications sur les précautions à appliquer pour éviter cette contamination et cette propagation. Tout à fait. Alors à un niveau un petit peu moins élevé, on a les entérocoques, staphylocoques, des hélicobactères, campylobactères et salmonelles. On a évoqué les salmonelles tout à l'heure, l'agent de la gonorrhée. Enfin, ça, ce sont les bactéries citées par l'OMS, et ça concerne des antibiotiques comme la vancomycine, la méticilline, la clarithromycine, les céphalosporines, les fluoroquinolones. Troisième niveau de priorité, Streptococcus pneumoniae, résistant à la pénicilline, hémophilus, voilà, influenzé, résistant à l'ampicilline, et puis des Shigella résistantes au fluoroquinolone. Voilà pour la médecine humaine, voilà le tableau dressé, l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé en humaine. Et en vétérinaire, pour ce qui est de la France, l'ANSES avait relevé, par exemple, ça c'est bien connu des praticiens ruraux, le praticien rural que je suis, connaissez bien cette question, le taux élevé de résistance des colibacilles présents chez les bovins aux céphalosporines et aux fluoroquinolones. On peut dire que ces antibiotiques, assez rapidement, trop rapidement après leur apparition sur le marché, sont devenus inefficaces sur des colibacilles rencontrés chez les bovins. Et voilà. Donc un veau sur trois, sans être malade, porteur finalement d'une bactérie. Il la récupère de la naissance de sa maman ou sa mère il peut la récupérer de ses congénères. Enfin, il la récupère. Oui, pas transmis de façon verticale. Tout à fait. Ce qui est important, c'est de penser qu'il y a des porteurs sains. Qu'il y a des porteurs sains. Il faut donc l'avoir présent à l'esprit. On a, je dirais, c'est la double peine, si on peut dire, c'est qu'on a des porteurs sains, bien entendu, de bactéries pathogènes, ça a toujours existé, mais en plus, ces porteurs sains peuvent être porteurs de bactéries résistantes, multirésistantes aux antibiotiques. Là, c'est encore une aggravation du danger. Donc sur les aspects un petit peu plus environnementaux, quand on parlait un peu plus alors, du côté vétérinaire, alors, pour le coup, sur la partie donc agriculture, élevage, ça aussi, sur l'environnement, ça pousse aussi la résistance. Oui, alors peut-être que ce qui est important de réaliser, et là c'est de dire que, avant de venir peut-être aux questions d'environnement, je crois qu'il est important de souligner, de relever que dans le monde, à l'échelle du monde, et non pas à l'échelle de la France, ni même à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, plus de la moitié des antibiotiques utilisés aujourd'hui dans le monde sont utilisés essentiellement en agriculture, c'est-à-dire que moins de la moitié des antibiotiques, en réalité, sont utilisés pour traiter les maladies de l'homme. Et alors, à travers ces antibiotiques utilisés en agriculture, et notamment en élevage, il y a ceux qui, bien entendu, sont utilisés comme médicaments, dont une catégorie de médicaments qui est l'aliment médicamenteux, qui pour nous est un médicament, c'est une forme galénique de médicament. Ça, si vous voulez, sur le plan des principes, ça ne pose pas de problème. L'utilisation d'aliments médicamenteux, dès lors qu'il s'agit d'un mode d'administration d'un médicament antibiotique pour intervenir curativement sur un... Le fait grave, c'est que pendant des années, dès les années 60, on avait découvert pour ces antibiotiques d'autres propriétés, notamment les propriétés de facteurs de croissance. On les a donc largement utilisés. Et là, il ne s'agit plus d'aliments médicamenteux, il s'agissait d'aliments qui étaient antibiosupplémentés, supplémentés par des petites doses d'antibiotiques,
et pour leurs effets bénéfiques sur la croissance. On n'a pas le temps ici de Oui. venir expliquer les mécanismes On a un par peu lesquels ils perverti étaient facteurs de croissance. Ça correspond d'ailleurs à la période où, dans le même temps, on utilisait largement, y compris en Europe, les hormones, les stéroïdes, androgènes, gestagènes, etc., comme anabolisants. Donc, dans le même temps, voilà, les animaux étaient nourris avec ça. Ça, je dirais, ce sont les effets, ou je dirais, de l'agriculture productiviste, dite productiviste dans sa période majeure. Hein. Et donc là, dans ce cas-là, en fait, les aliments qui sont consommés ensuite par les humains, est-ce que ça donc potentialise l'antibiorésistance chez l'homme, ce genre de choses? Parce que l'animal ingère des antibiotiques et l'homme en garde des traces quand il ingère l'animal. Est-ce qu'il y a une... Non, ça, non. ça a un En effet fait, je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il y a la question des résidus d'antibiotiques. C'est une question qui est totalement distincte de cette question-là. En général, les éleveurs, quand ils livrent au marché les produits d'origine animale, ont respecté des délais d'attente qui ont permis l'élimination dans la chair, le lait, etc., des antibiotiques qui ont pu être utilisés. Donc, il n'y a pas de risque à ce niveau-là. C'est simplement que l'utilisation dans l'élevage de ces antibiotiques, alors qu'ils n'étaient pas nécessaires, finalement, ils ne s'imposaient pas, ils ne correspondaient pas à des indications qui doivent être sanctuarisées, comme celles de lutte contre les maladies infectieuses. Donc, et en plus, à des doses relativement faibles, qui, on le sait, pouvaient favoriser, sélectionner plus facilement des bactéries résistantes. Alors, ce qui est important de savoir, surtout aujourd'hui, c'est que, on y reviendra, l'UE a interdit, je dirais, la mesure, les textes datent du début des années 2000, la mise en application a été au 1er janvier 2006. Il n'y a plus d'utilisation dans toute l'Union européenne d'aliments antibiosupplémentés. N'oubliez pas que ces aliments antibiosupplémentés, parfois la confusion a été faite avec les aliments médicamenteux, sont des aliments qui ne passaient pas par le circuit vétérinaire. Les vétérinaires n'avaient nullement, ils n'étaient pas prescrits. Ils n'étaient pas prescrits, ils n'avaient pas le statut de médicament. Donc tout ça, ça a disparu. Mais nous sommes seule l'Union européenne dans le monde entier a pris cette mesure. Et encore, l'Union européenne avait pris la précaution de n'utiliser comme antibiotiques facteurs de croissance que des antibiotiques qui n'étaient pas utilisés en thérapeutique ni humaine ni animale. Précaution qu'actuellement les États-Unis n'ont toujours pas prise, ne respectent toujours pas. Hein. Voilà. Donc je crois que ce qui est important de dire dès maintenant, c'est que, sans vouloir pour autant fanfaronner, mais il faut bien quand même constater, seule l'UE et ses États membres ont commencé à mettre en œuvre une politique de lutte contre l'antibiorésistance. Hein, voilà. Avec un résultat quand même, c'est que de 2011 à 2015, ce sont des résultats qui ont été confirmés par l'ANSES, il y a eu une diminution de 13,4% des ventes d'antibiotiques vétérinaires, des utilisations d'antibiotiques vétérinaires, médicaments vétérinaires, c'est-à-dire médicaments sous quelque forme que ce soit, injectables et autres, et également aliments médicamenteux. Si on continue un petit peu sur les chiffres. Oui, alors sur les chiffres, si on continue, là, bon, écoutez, il ne s'agit pas de faire cocorico, mais de dire qu'effectivement, il y a des disparités très importantes, puisque 13,4%, c'est une moyenne pour l'Union européenne. En France, bon, on a agi, effectivement, et on est au 12e rang aujourd'hui des pays les plus consommateurs d'antibiotiques. On était, je dirais, parmi les premiers il y a encore 5-6 ans. Sur 30 pays participants, hein, on est allé au-delà de l'Union européenne, hein, là, pour l'enquête en question. Et ce qui est intéressant, c'est que la consommation pour la France, 12e, est très inférieure à la moyenne. C'est-à-dire que la moyenne de consommation ramenée à un poids d'animal, c'est 35 mg par kilo. La France est dans une consommation inférieure à la moyenne, voilà. 70, très inférieure à la moyenne, 70. Et puis ce qui est important à retenir aussi, c'est de savoir, il faut le dire, les Français, parce que souvent les médias font une espèce de confusion entre ce qui se passe, ce que nous avons fait au sein de l'Union européenne, et notamment en France, et ce qui se passe dans le monde. De 2011 à 2016, il y a eu, pour la France, ce sont des chiffres que toutes les agences ont pu établir, une diminution de près de 37% de l'exposition des animaux aux antibiotiques vétérinaires.
Voilà. Si on parle en tonnage, ça correspond à 41% de diminution du tonnage utilisé. On est passé de 900 tonnes d'antibiotiques. Alors évidemment, c'est très critiqué. J'ai parfois entendu des médecins critiquer le fait qu'on mélangeait, je dirais, des choux, des carottes, et puis voilà, en mélangeant et en comptant. Oui, ça dit quelque chose dans la mesure où on compare à des périodes de temps différentes. On est passé de 900 tonnes à 530 tonnes, mais je me souviens très bien qu'au début des années 2000, nous étions à 1200 ou 1300 tonnes. Donc il y avait déjà eu de 2000 à 2010 une diminution importante, déjà une chute de 25%. Et là, au cours du plan, il était imposé de toute façon de diminuer de 25%, on a dépassé cet objectif de 25%. Ça, c'est donc intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, ça permet de répondre parfois à nos amis médecins qui peuvent être critiques en disant, oui, enfin, si vous comptez des tétracyclines pour lesquels pondéralement il en faut des quantités importantes avec telle céphalosporine ou en masse, il en faut beaucoup moins. On a quand même effectivement quelque chose à opposer, puisque le plan éco-antibio 1, sur lequel on reviendra tout à l'heure, imposait aux vétérinaires de 2013 à 2016 une diminution de 25%. Là, on est allé bien au-delà, puisque l'utilisation confirmée par les agences a été de plus de 80% pour les céphalosporines de 3e et 4e, voilà, et de 75% pour les fluoroquinolones. Est-ce que vous pensez que les vétérinaires ont fait mieux que les médecins? Voilà, je vais rester très... je suis tenté de penser que, oui, nous avions été, je crois que nous avons commencé un peu tard. La prise de conscience a sûrement été plus tardive pour nous que pour les médecins. Quand les médecins sont venus nous voir en nous disant que, voilà, on commençait un petit peu à... enfin, disons que en médecine, on avait un objectif de 25%. Nous nous sommes dit qu'il allait falloir nous mettre au travail. Et effectivement, nous avons fait, non pas 25%, mais selon les chiffres, 41% ou 37% en 5 ans, quand vous, mes amis médecins, vous en êtes toujours combien? 16% en 10 ans. Commentaire de M. Denecker qui nous dit que dans le même temps, on a une augmentation de 15% de la prescription d'antibiotiques en médecine de ville. Bon, voilà, écoutez ça, voilà. Bon. Mais bon, il ne s'agit pas de fanfaronner. D'abord, on a de bons résultats, il faudra les maintenir dans la durée. Et puis, je crois que les problèmes sont différents pour les uns et pour les autres. On pourra aussi nous dire que nous sommes partis de très haut parce que finalement, nous l'utilisions. On peut également dire cela. Donc, voilà. Mais je crois qu'il faut que, au contraire, tout cela et l'intérêt de tout cela est de travailler ensemble et de montrer qu'il y a intérêt à comparer ce que nous faisons et échanger. Il y a donc eu finalement, ces chiffres montrent qu'il y a vraiment une prise de conscience en fait. Oui. Et du coup, il y a eu vraiment un engagement dans la lutte un petit peu. Je crois qu'il y a eu on y reviendra. Il y a eu incontestablement au sein un certain nombre de pays de l'Union européenne. Les Hollandais ont bien travaillé, les Suédois depuis longtemps, les pays nordiques étaient quand même plus vertueux sur ce plan que nous. En revanche, il faut bien reconnaître que pendant le même temps, nos amis espagnols ont continué à augmenter en consommation d'antibiotiques. Donc pour l'Europe, ce sont des chiffres qui sont bons, mais avec une grande hétérogénéité. Ce qui est important à dire, surtout, c'est qu'il y a eu une vraie prise de conscience et un engagement de la lutte. Alors, les alertes ont été lancées, comme on l'a dit, par l'OMS, mais également par l'OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale, avec un certain nombre de recommandations, celle de ne plus utiliser d'antibiotiques chez les animaux en bonne santé. Voilà. Donc, tout ce qui était supplémentation. D'une part, supplémentation, et également, aujourd'hui, on veut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que le médicament, parce qu'on peut être tenté aussi de faire un usage préventif, si vous voulez, dans certains cas, on y reviendra, donc on peut le dire tout de suite. Disons que on traite des lots d'animaux, de grands effectifs. On raisonne souvent en médecine vétérinaire, et notamment en médecine vétérinaire avec les espèces de production sur des animaux, sur des grands effectifs. On sait par exemple que quand on va sevrer les porcelets, il va y avoir une phase de quelques jours de fragilité, au cours desquelles des colibacilles risquent de se développer. Donc la réponse a été d'apporter pendant une courte durée un médicament, donc des antibiotiques pour prévenir. Voilà. Bon, on peut anticiper sur ce qui se prépare au niveau européen. Il y a le projet est de supprimer, même dans ce cas-là,
cet usage préventif. Ce qui va supposer de trouver des alternatives, parce que nos éleveurs vont se trouver... disons que c'était discutable. On pouvait se dire qu'il pouvait être préférable de faire un traitement préventif ponctuel de 5 jours, qui évitait l'apparition de nombreux cas de maladie et qui, in fine, finissait peut-être par utiliser moins d'antibiotiques que s'il avait fallu traiter la maladie elle-même. Voilà, tout à fait. Donc ça, il y a un débat, mais aujourd'hui, on est, je dirais, assez extrémiste, en quelque sorte. Donc on est sur la pertinence vraiment de la prescription. Oui, en fait, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors bon, il y a la recommandation de l'OIE pour un usage responsable et prudent des antibiotiques vétérinaires, et puis surtout exclusivement sur prescription vétérinaire. Alors là encore, on parle à l'échelle mondiale. Il y a longtemps quand même que, je dirais, en ce qui concerne la France, les antibiotiques vétérinaires sont soumis à prescription. Ce n'est malheureusement pas le cas dans tous les pays du monde, hein, loin s'en faut. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se fournir d'un antibiotique vétérinaire à usage vétérinaire sans prescription vétérinaire. Non, c'est impossible. Et la prescription vétérinaire ne peut intervenir qu'après diagnostic vétérinaire. Ça veut dire qu'il y a une démarche de diagnostic, examen clinique de l'animal plus examen complémentaire ou suivi sanitaire permanent de l'élevage qui impose un certain nombre de contraintes. Voilà. Mais un diagnostic vétérinaire, diagnostic, prescription. Voilà, évidemment, on l'avait déjà dit dès l'introduction, je crois que tout cela, c'est l'occasion, d'ailleurs on le voit bien, OMS et OIE travaillent de pair, c'est l'occasion de développer ce concept d'une seule santé. Et la lutte contre l'antibiorésistance est par excellence le cas de la meilleure application de ce concept. Et puis bon, on l'a écrit, hein, il y a eu une prise de conscience des Nations Unies, du G20, il y a, on l'a dit, l'action de pointe de l'UE et des États membres, bien sûr, et puis un rôle moteur des agences européennes. Qui suit en fait la progression de l'antibiorésistance. Oui, tout à fait, qui suivent la progression de l'antibiorésistance, bien sûr, qui surveillent. Voilà. Alors, en médecine humaine, il y a eu des plans nationaux pour essayer d'améliorer un petit peu ces prescriptions. Je pense que vous avez aussi eu vos plans. Oui, bien sûr. Hein. Alors bon, vous le savez, il y a le rôle majeur des 3 ministères et puis des agences, hein, ANSES, ANSM et puis Santé publique France. En humaine, il y a la feuille de route interministérielle pour la maîtrise de l'antibiorésistance et en médecine vétérinaire, pilotée par le ministère de l'Agriculture, il y a eu Éco-Antibio 1 de 2012 à 2016 inclus. Hein, c'était un plan en 5 axes avec 40 mesures qui a donné les résultats que l'on a déjà dit, voilà, tout à fait. En fait, c'est le résultat des Antibio 1. Alors bon, on peut dire les vétérinaires je dirais, lève le doigt en disant c'est pas seulement le résultat des Antibio 1. Nous, par notre discipline, nous avions commencé par une prise de conscience à partir de 2010. On a déjà commencé à modifier nos façons de travailler. Il n'empêche que bon, on va pas chipoter, il faut reconnaître les mérites des Antibio 1, auxquels de toute façon l'ensemble des organisations professionnelles vétérinaires ont largement participé, adhéré, et voilà, totalement adhéré et participé. Et aujourd'hui, c'est Éco-Antibio 2 qui est lancé depuis 2017, un plan en 20 actions. Voilà, il y a moins de contraintes, il y a moins de mesures coercitives, il y a moins de réglementation. Il y a plus de conseils de bonnes pratiques, tout à fait. Alors on va peut-être voir un peu comment justement votre profession s'est engagée dans ces plans. Au fil des différentes recommandations, vous allez nous montrer un petit peu comment ça a avancé. Oui, c'est vrai. Oui, alors je pense que pour comment ça a avancé, et puis ce qu'il faut faire finalement, hein, ce qu'il faut faire, on va même partir aujourd'hui, on va se placer dans le présent et raisonner avec Éco-Antibio 2. Il faut d'abord se former, s'informer. Alors bon, on va pas revenir, on a cité ici, on va pas lire tout ce qui est écrit sur la diapositive. Les vétérinaires ont aujourd'hui accès à beaucoup d'informations possibles par leurs organisations vétérinaires techniques. Il y a les écoles vétérinaires, il y a la presse professionnelle, il y a des formations en ligne, il y a le site du ministère de l'Agriculture, beaucoup de colloques régionaux, et surtout il va y avoir des colloques régionaux gratuits organisés par le ministère de l'Agriculture, là, qui vont s'organiser entre 2017 et 2021. Je suppose que les écoles vétérinaires portent largement cet enseignement. Oui, bien sûr. La formation, je dirais, initiale a été largement modifiée. Évidemment, elle est très différente. Ce que l'on enseigne aujourd'hui est très différent de ce que l'on pouvait m'enseigner en 1973-14. Hein.
Et puis, il y a un point important à souligner aussi, c'est la formation continue obligatoire du vétérinaire sanitaire. Le vétérinaire, la plupart des vétérinaires praticiens sont en même temps vétérinaires sanitaires, ils ont des missions confiées par l'État, ils ont l'obligation de se former, faute de quoi ils perdent leur habilitation sanitaire, s'ils n'ont pas, je dirais, démontré qu'ils avaient participé, assisté à un certain nombre de formations au cours des 5 années. Parmi ces formations, il y a celle sur l'antibiothérapie, les bonnes pratiques d'antibiothérapie, et effectivement, le ministère a observé qu'un grand nombre de vétérinaires étaient venus, s'étaient formés à cela. Et alors, ce qui est important à noter aujourd'hui, c'est la mise en place. Ça, c'est l'action 13 de Éco Antibio 2 du réseau pilote. Le réseau pilote, c'est un réseau de référents régionaux. Alors, l'expérience, pour l'instant, il s'agit d'une expérience pilote, précisément, qui se développe dans 4 régions. Pays de la Loire, la région Rhône-Alpes, c'est pas la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Rhône-Alpes simplement, Midi-Pyrénées, et puis Île-de-France. Donc il y a dans ces régions un vétérinaire référent antibiothérapie, voilà, c'est le vétérinaire référent, et il peut le faire appel lui-même à un collège de 4 experts. Régionaux aussi? Non, qui sont nationaux, 4 experts nationaux. Et c'est un collège national de 4 vétérinaires experts. Ce qui est important, c'est qu'il y a un site auquel on vous donnera d'ailleurs les coordonnées de ce site, puisqu'il est fonctionnel depuis le mois de mars. C'est un site sur lequel l'ensemble des vétérinaires de France peuvent trouver maintenant une multitude d'outils, une multitude d'informations, tous les guides de bonnes pratiques, etc. Et puis également, ils peuvent percevoir, lire les forums de discussion qui existent entre ces vétérinaires référents. Dans ce site, oui, vraiment. C'est un site qui regroupe beaucoup d'informations. Nous y reviendrons. Pour mémoire, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure au début de l'intervention, toutes les références de sites qui vont vous être données, elles seront disponibles sur le site de la prévention après la conférence. Vous pourrez aller cliquer dessus et vous rendre sur ces sites. On continue sur les guides de bonne pratique? Oui, voilà, il faut, alors, je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'un vétérinaire doit faire, c'est bien sûr connaître et suivre les guides de bonne pratique. Il y a des guides et des fiches qui ont été mises en place. C'était déjà un plan Éco Antibio 1. Ça s'est mis en place. Il y a un gros travail qui a été fait par les organisations vétérinaires techniques, notamment. Toutes ces fiches ont été vérifiées par l'ANSES. Il y a eu un travail, je dirais, d'aller et retour entre l'ANSES et les organisations vétérinaires. Ces guides de bonne pratique sont aujourd'hui en ligne, donc ils sont disponibles auprès des organismes techniques, mais ils sont surtout tous disponibles sur le fameux site auquel je viens de faire allusion. Alors il y a des guides qui sont en préparation, ça c'est prévu dans Éco Antibio 2, guide de bonne pratique de prélèvement, guide de réalisation des analyses dans les établissements de soins vétérinaires, et puis il est indiqué je crois qu'il est important, surtout de dire que le fait de suivre les bonnes pratiques permet aux vétérinaires, sous une forme, je dirais, pédagogiquement plus intéressante que toutes les menaces permanentes répressives, de respecter la loi et la réglementation. Parce que parfois, les vétérinaires ne connaissent pas parfaitement, il est difficile de connaître sur le bout du doigt le code de la santé publique, mais si on suit ces guides de bonnes pratiques, on a toutes les chances finalement d'être en phase avec le respect de la réglementation. En médecine humaine, on a dans les établissements de santé ou dans d'autres structures médico-sociales, on a des guides de bonne pratique aussi. Et puis on a derrière ce qui va avec, c'est-à-dire les éléments d'évaluation de ces guides de bonne pratique. Est-ce qu'il y a une démarche comme ça qui permet de soit s'auto-évaluer, soit de faire une évaluation externe? On va y venir un petit peu plus loin. On va donner un outil permettant, qui est disponible aujourd'hui, et je pense que les vétérinaires aujourd'hui, les vétérinaires de France ne savent pas tous que cet outil d'auto-évaluation est disponible. Il faut l'utiliser. Donc on poursuit sur les recommandations. Ce qui est évident, là je crois que c'est un truisme, pour mieux utiliser les antibiotiques, les utiliser moins, c'est-à-dire pour en finir avec les méthodes que j'ai pu utiliser par le passé, qui consistaient à ouvrir le parapluie, comme on disait. Je me souviens de mes confrères qui parlaient toujours de tir de barrage quand ils parlaient d'antibiothérapie. Donc vous voyez que ce sont des choses qu'il ne faut plus employer aujourd'hui. L'utilisation d'associations d'antibiotiques n'est pas forcément aujourd'hui est à éviter. Mais il faut d'abord améliorer le diagnostic. Donc voilà. Alors, il faut utiliser les moyens de diagnostic rapides quand ils existent. Il en existe déjà, mais il est important de savoir que ça, c'est un point phare d'Éco Antibio 2, c'est de mettre en situation, de mettre les instituts producteurs de dispositifs médicaux en situation de fournir aux vétérinaires des outils de diagnostic. De diagnostic. Voilà. Alors, de diagnostic rapide, et également, après, il y a quelque chose. Alors ça, c'était déjà une sensibilisation qui existait dans Éco Antibio 1. Les vétérinaires avaient tendance, notamment les vétérinaires exerçant en ville pour leurs animaux, pour intervenant sur les animaux de compagnie,
Bon, ils adressaient leurs prélèvements, c'est ce que je faisais moi-même d'ailleurs dans ma ville, à notre ami, voilà, pharmacien biologiste du laboratoire de proximité. Sauf que finalement, on a découvert que les méthodes n'étaient pas forcément applicables à la médecine vétérinaire, qu'il y avait parfois une méconnaissance des spécificités. Je me souviens d'avoir vu des isolements de staphylocoque doré alors qu'il s'agissait de staphylocoque pseudo-intermédius chez le chien. Il y a toujours des pseudo-intermédius chez le chien. Oui. Donc, voilà. Et puis, après, des antibiogrammes qui étaient faits avec des antibiotiques réservés à l'humaine, ce qui n'était pas une bonne façon d'amener les vétérinaires à n'utiliser que des et antibiotiques. alors, les laboratoires de biologie et d'analyse vétérinaire, il y en a beaucoup pour pouvoir y accéder facilement? Oui, d'abord, il y a les laboratoires départementaux qui pratiquement fournissent ce service. Ce sont des laboratoires publics voilà, qui fournissent ce service, y compris aux vétérinaires à niveau de compagnie. Mais enfin, bon, je pense que, puis aujourd'hui, s'est développé un certain nombre de laboratoires de biologie vétérinaire qui comportent des vétérinaires biologistes voilà, ayant acquis les formations nécessaires. Donc, ces laboratoires se développent. Les laboratoires du Maine, bon, théoriquement, aujourd'hui, la loi sur la biologie médicale ne permet plus à ces laboratoires de recevoir les prélèvements issus du corps d'animaux, de toute façon. Donc là, on est dans une situation de réarrangement, réagencement, mais je pense que les choses s'organisent bien. Il suffit seulement d'avoir présent à l'esprit qu'il faut, je dirais, s'interroger et avoir un œil critique quand on adresse un prélèvement à un biologiste. Donc la biologie vétérinaire est devenue une spécialité des vétérinaires? Il y a une spécialité? Alors ça, c'est un autre débat très polémique en ce moment, très polémique, qui nous amènerait à je pense qu'on ne va pas l'évoquer, mais sachant seulement que, je dirais d'ailleurs que le problème de l'antibiorésistance et la volonté de lutter contre l'antibiorésistance à travers ces plans ECO, Antibio 1, ECO, Antibio 2, ont contribué à amener une part de rigueur, d'organisation et peut-être de réglementation de la biologie médicale humaine d'un côté, vétérinaire de l'autre. Voilà. Même si effectivement, là on est sur le concept One Health, il faut que chacun travaille en bonne intelligence, et non seulement en bonne intelligence, mais en échangeant en permanence, mais il faut quand même aussi que chacun travaille avec ses spécificités. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, j'évoquais un peu tôt l'évaluation, et donc oui, voilà, oui, tout à fait, absolument, en fait. Absolument. Il existe un outil d'auto-évaluation qui a été initié au départ, surtout pour les vétérinaires ruraux, par la SNGTV, la Société nationale des groupements techniques vétérinaires, qui est un organisme de formation des vétérinaires qui interviennent plutôt dans les filières de production. Mais il y a eu la démarche de l'ensemble de la profession. Et la démarche, je dirais, de la SNGTV, de mettre cet outil à disposition, de le mettre en ligne, donc sur le site QualitéVet. Et aujourd'hui, les vétérinaires peuvent tous se raccorder au site QualitéVet. Et sur ce site QualitéVet, ils disposent d'un outil qui leur permet de s'auto-évaluer sur leur pratique de bonne prescription, bonne délivrance du médicament. Alors c'est un outil qui porte sur le médicament en général, mais avec de nombreux items d'auto-évaluation concernant les antibiotiques et l'antibiothérapie. Donc je crois que il est très important que les vétérinaires aillent. Et il n'y a pas un moyen de se comparer, parce qu'en fait, ça vient de savoir de s'auto-évaluer, mais est-ce qu'on peut se comparer Oui, je pense que voilà, c'est prévu. C'est-à-dire que, voilà, tout à fait. Pour voir si on est plutôt dans la moyenne. Oui. L'outil permet précisément de se comparer aux vétérinaires de sa région, etc. Voilà, oui, c'est tout à fait. Oui, c'est un outil très intéressant qui est très bien fait. Il faut simplement que les vétérinaires le connaissent tous et aient le réflexe d'aller l'utiliser. D'accord. Donc il y a l'auto-évaluation et puis il y a aussi déclarer pour faire un suivi, il faut déclarer. Alors voilà, ça faisait partie, oui, bien sûr. Déclarer les délivrances antibiotiques, ce qui permet notamment aux agences et à tous les réseaux d'épidémiovigilance de suivre un peu les paysages, de savoir un petit peu pourquoi finalement telle résistance apparaît à tel endroit, si elle est liée à une délivrance particulière ou trop importante de tel ou tel antibiotique. Il faut donc déclarer les délivrances antibiotiques, c'est que ce soit regroupé. Alors vous voyez, c'est un texte un dispositif réglementaire d'avril 2016, nous sommes en 2018. Oui, c'est pas vieux, mais malgré tout, on serait toujours tenté d'aller très vite. Alors il faut être franc et honnête, il n'est pas encore à ce jour, à ma connaissance, fonctionnel. Il y a des arrêtés d'application qui manquent, tout simplement parce que
on s'est aperçu que les systèmes informatiques n'étaient pas forcément compatibles entre ceux des agences, etc. Donc on a eu quelques difficultés qui sont en train, à ma connaissance, le Conseil national de l'ordre et l'ensemble des organisations professionnelles vétérinaires, avec la Direction générale de l'alimentation, sont en train de régler ce problème qui permettra aux vétérinaires C'est une déclaration d'injecter. nominative ou anonyme? Bien sûr, tout est conforme à la CNIL, hein, naturellement, les Oui, règles. je dirais anonymisé au sens où on ne peut pas revenir. Parce que souvent, dans les problèmes de déclaration, les gens peuvent craindre une sanction ou un retour de bâton. C'est sécurisé au Oui, c'est plutôt non, il y a dans pas un de. sens Non, positif. c'est dans un sens positif, il n'y a pas de risque, bien sûr. Non, c'est évident. Sur ce Parce que plan. ça Non, stimule pas la déclaration. le seul risque, ce sera de ne pas déclarer. Celui qui ne déclarerait pas, bien entendu, serait passible de sanctions, bien sûr. Voilà, je crois que c'est important de participer, et ça, c'est un acte Bon, c'est de la santé publique. de santé publique. Voilà, tout à fait. Ok, donc après, on passe aux choses peut-être un peu plus pratico-pratiques Oui. pour les différents secteurs. Oui, peut-être, je ne sais plus. D'abord le sûrement. rural, Oui, et puis après, voilà. on passera aux animaux de compagnie. Oui, tout à fait. On va Donc, préciser quelque chose, effectivement. Pour le vétérinaire rural, donc est-ce qu'il y a des choses particulières à appliquer? Oui. Je pense que d'abord, finalement, en médecine vétérinaire rurale, on intervient d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, sur des effectifs, sur des grands effectifs, avec des clients, puisque nous ne parlons pas de patients, des propriétaires d'animaux qui sont des professionnels, hein, ce qui est évidemment une situation assez différente de celle qui est rencontrée avec le maître d'un chien, d'un chat. On est avec des professionnels. Donc ces professionnels d'ailleurs sont totalement adhérents, et leurs organisations professionnelles ont adhéré au plan éco-antibio, ont été d'ailleurs en charge de faire avancer un certain nombre de dossiers. Alors les pouvoirs publics se sont chargés de les sensibiliser, il y a des affiches, des campagnes d'information, les groupements techniques vétérinaires participent à ces actions, participent également à la formation des éleveurs, hein, voilà. Donc je pense qu'il faut que chaque vétérinaire pense à relayer au sein de sa propre clientèle le fait que il est possible pour eux de se former auprès de... Pour les personnes qui ne sont pas vétérinaires, c'est quoi ces groupements techniques vétérinaires? Ce sont des associations loi 1901 de vétérinaires qui se sont regroupés pour améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine précis des productions animales et de la médecine vétérinaire en production animale. Donc il y a des groupements techniques vétérinaires au niveau départemental, régional, et puis il y a ce qui s'appelle la SNGTV qui regroupe au plan national ces actions. Donc ils forment éventuellement des éleveurs, des Oui, agriculteurs. ils contribuent à la formation, tout à fait. Alors je pense que c'est important d'être le relais des pouvoirs publics et puis d'utiliser tous les outils qui sont mis à disposition par les pouvoirs publics. Il suffit d'aller sur le site du ministère de l'Agriculture, on trouve des affichettes à mettre dans sa salle d'attente. L'OIE également fournit des affiches sur le site de l'OIE et toutes ces informations, nous les donnons à la fin. Hein. Nous fournissons les liens qui permettront aux vétérinaires qui auront assisté à cette webconférence d'aller plus loin. Et je pense que ce qui est important pour le vétérinaire, c'est que c'est un moyen. Je dirais, il faut utiliser tous ces moyens qui permettent d'éduquer progressivement les éleveurs et de les amener à modifier leurs demandes, parce qu'ils exercent des demandes pressantes sur les vétérinaires. Ils sont demandeurs de prescription d'antibiotiques. Voilà. Donc, et ces outils sont là pour aider les vétérinaires à pouvoir dire non dans certains cas, ou modifier. C'est dire non à une prescription d'antibiotiques, mais c'est dire oui à une action préventive vaccinale, on y reviendra éventuellement. Voilà. Il faut les sensibiliser. C'est de l'éducation, mais ça c'est une première mission. Voilà. Ensuite, il y a... Oui, alors là j'insiste pas, évidemment, il faut aller sur le site des référents. Hein, voilà. Alors, sur le site des référents, on trouve des guides de bonnes pratiques concernant les petits ruminants, les porcins, la filière bovine, les veaux de boucherie, etc. Il faut aller sur ce site des référents car il y a eu un travail considérable qui a été fait par nos confrères de ces organisations techniques vétérinaires et je pense qu'il faut savoir utiliser. Il serait dommage qu'un tel travail de qualité ait été fait et que les vétérinaires ne sachent pas en profiter alors qu'aujourd'hui c'est facile, chacun peut aller obtenir tous ces renseignements, ces informations en ligne, elles sont de qualité remarquable. Alors, il y avait un sujet qui est intéressant aussi, c'est le rôle aussi dans l'environnement et les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires, oui, tout à fait. Bon, oui, ça, pour les vétérinaires, c'est pas, je dirais, quelque chose de nouveau, puisque le vétérinaire, dans sa démarche, il sait très bien que pour prévenir les maladies dans un élevage, il faut d'abord privilégier les mesures hygiéniques, sanitaires, zootechniques,
et ensuite n'utiliser qu'en second lieu les mesures médicales préventives dans un premier temps, un type vaccin, et d'intervenir avec c'est une démarche qui est assez ancrée dans la formation initiale du vétérinaire, mais parfois la routine, la pression des éleveurs amène finalement à se situer un peu trop en aval alors qu'il faudrait être en amont. Donc, je dirais mieux lutter contre les maladies infectieuses bactériennes en utilisant moins d'antibiotiques, ça revient à privilégier les mesures sanitaires. Alors évidemment, ce sont des informations qui sont surtout à destination des éleveurs. Les organisations agricoles incite les éleveurs à faire comme cela, mais il faut que les vétérinaires encouragent les éleveurs, je pense que ça c'est important. Et puis, un certain nombre de vétérinaires, je dirais, dans leur cabinet, ont introduit des personnes non vétérinaires, type ingénieurs agronomes, qui contribuent à apporter ce type de services qui permettent notamment, par des mesures agronomiques, des mesures zootechniques, éviter de recourir à des médicaments. Et puis peut-être aussi travailler sur le coût de tout ça, parce que... Tout à fait. Bien entendu, mais toujours, dans ce genre de médecine vétérinaire rurale, on parle toujours du coût. Mais je pense qu'il faut que les vétérinaires pensent à proposer ce type de compétences. Voilà. Et puis bien sûr, je disais, puisqu'on parlait des mesures de biosécurité, hygiène, il faut penser que il faut penser qu'il y a des porteurs sains de bactéries. Alors comment, évidemment, on ne peut pas faire de prélèvement, on ne peut pas se mettre à prélever, faire des écouvillonnages rectaux, surtout les animaux qu'on introduit dans l'exploitation. Mais je pense qu'il faut habituer les éleveurs à avoir le réflexe de n'introduire dans leurs exploitations des animaux provenant d'élevages dont ils ont une parfaite connaissance de l'historique pathologique. Ce qui permet quand même finalement de contribuer à éviter les porteurs sains. Parce que l'animal qu'on achète, il est toujours en bonne santé apparente ce jour-là, autant que faire se peut. Voilà. Alors, dans les moyens de prévention, il y a les vaccins et les traitements alternatifs. On en dit quelques mots. Oui. Alors, les vaccins, bien sûr. Et donc ça, Eco-Antibio 2, déjà Eco-Antibio 1 insistait sur la nécessité de promouvoir la vaccination. Alors c'est peut-être moins polémique qu'en humaine. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des polémiques. En ce moment, il y a une polémique. Il y a des polémiques avec la vaccination obligatoire. Bon, alors, je dois vous dire que, en réalité, il y a eu des polémiques en médecine vétérinaire aussi, quand il y avait des vaccinations obligatoires, vaccination contre la fièvre afteuse, dès lors que la vaccination est obligatoire, qu'elle s'imposait à l'éleveur, il y avait effectivement un certain nombre de personnes qui, pour diverses raisons, les rejetaient. Aujourd'hui, on n'est plus en présence de vaccination obligatoire pour des maladies réglementées en France. Donc, on est dans une vaccination volontaire. La seule chose, simplement, c'est encore une fois de faire un calcul économique avec l'éleveur. L'éleveur peut être tenté de faire le mauvais calcul, de dire, voilà, si je dois vacciner mes 200 bovins, par exemple, contre telle maladie, ça va me coûter tel prix, je préfère prendre le risque de n'en avoir qu'une dizaine de malades et de les traiter aux antibiotiques, ça me fera peut-être. Donc, je pense qu'il faut faire la démonstration qu'en réalité, c'est un mauvais calcul, y compris sur le plan économique. Voilà, je crois que c'est ça. Il faut convaincre, il faut faire une démonstration. D'accord. Et donc, il y a quelques petites choses alternatives ou des traitements alternatifs oui, bien sûr. Alors d'abord, aujourd'hui, Eco-Antibio 2 met en avant les traitements alternatifs. Alors il est vrai qu'on est un peu là sur un changement de braquet, parce qu'il faut bien reconnaître que l'ANSES a mené un peu la vie dure pendant quelques années à tous ces produits non médicamenteux qui n'avaient pas le statut de médicament, mais qui parfois étaient présentés comme ayant des propriétés préventives ou curatives contre telle ou telle maladie. Donc en réalité, ils entraient dans la définition d'un médicament. Bon, alors ça, la tentation a été grande de faire cela, notamment en matière de phytothérapie, d'aromathérapie. L'ANSES est en train aujourd'hui, et la réglementation va sûrement évoluer, on va trouver des solutions permettant effectivement de mettre sur le marché des produits qui n'auront pas le statut de médicament, mais qui auront apporté un certain nombre de garanties de qualité et d'innocuité. Parce que je crois que ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas non plus, au motif de lutter contre l'antibiorésistance, je dirais sombrer dans l'alternative totale avec des traitements qui n'ont pas été scientifiquement validés. Le vétérinaire doit rester un scientifique et ne pratiquer qu'une médecine fondée sur les preuves. Ça, je crois que c'est quand même très important.
L'ANSES vient de produire un avis justement sur la phytothérapie. Donc c'est D'accord. assez intéressant, les vétérinaires peuvent s'y reporter. C'est un avis relativement récent qui a été publié, qu'on peut retrouver sur le site de l'ANSES. Ils disent d'ailleurs qu'ils doivent poursuivre les recherches, mais enfin, ce qui est important, à mon avis, à considérer, c'est que d'abord, il y a effectivement des pistes intéressantes en phytothérapie, en aromathérapie, etc. Et qu'il y a aujourd'hui les pouvoirs publics et les agences ont une vision plus bienveillante de l'approche par ces produits. Il faut rester vigilant, il faut rester prudent. Voilà. Et donc, il y a ces éléments alternatifs, et puis il y a aussi il y a les utilisations prudentes des antibiotiques très efficaces qu'on réserve finalement pour des choses bien particulières. Alors, je pense qu'on en a peut-être sauté une. Voilà. Oui, voilà. Non. Éviter les traitements. Alors, c'est après ça Ah oui, bon, d'accord. Ben, on peut revenir sur celle-ci. Alors, oui, on viendra. Alors, parlons tout de suite des antibiotiques d'importance critique. Bon, là, je dirais que les vétérinaires ont déjà franchi ce pas. Donc, on leur a imposé assez rapidement de n'utiliser les antibiotiques d'importance critique, fluoroquinolone, céphalosporine de 3e et 4e génération notamment, qu'après, je dirais, des conditions diagnostiques draconiennes, effectivement, en schématisant, je dirais, antibiogramme systématique, etc. Donc les résultats ont été bons, puisqu'on a vu qu'en 3 ans, nous avons eu une réduction absolument drastique de leur utilisation. Donc je crois que la preuve n'est plus à faire. Les vétérinaires sont convaincus, puisqu'ils ont apporté la démonstration qu'ils pouvaient faire cela. Donc il faut maintenir les bons résultats de Eco-Antibio 1 là-dessus. Mais par contre, l'effort qui vous a demandé, il porte sur la colistine. Et ça, c'est un petit peu plus difficile, puisque la colistine était un antibiotique qui avait été utilisé de façon presque banalisée, on pourrait le dire, dans les élevages hors sol pendant des années. Mais déjà, là aussi, il y a eu une réduction déjà tout à fait honorable, mais les efforts sont à poursuivre avec la colistine, puisque cet antibiotique avait été peu utilisé pendant quelques années en médecine humaine, apparaît comme indispensable aujourd'hui aux médecins. Donc il faut le préserver. Il faut le préserver. Eh bien, les vétérinaires, je dirais, feront preuve de bonne volonté pour aider à préserver cet antibiotique, pour faire en sorte qu'il soit disponible dans de bonnes conditions pour les médecins. Alors comme en médecine humaine, je pense que le problème de la prescription et la qualité de la prescription est un élément important. Oui, oui, bien sûr. Et alors là, on a évoqué la question de l'application du protocole de soins, c'est-à-dire dans le cadre du suivi sanitaire permanent de l'élevage. Puisque en médecine vétérinaire, quand on traite de grands effectifs, on n'est plus dans une médecine curative individuelle. Il n'est pas forcément, ça n'a pas de sens. Il y a longtemps qu'on avait perçu que ça n'avait plus de sens de se rendre au chevet de chaque animal. Prenons un exemple. Dans certains élevages, l'été, au mois de juillet, chez tel éleveur, il va y avoir 54 panaries interdigitées, vous voyez, de ces bovins. Donc, il va falloir administrer un antibiotique, une bétalactamine, une simple pénicilline parfois. L'application de la loi ancienne obligeait le vétérinaire à se déplacer. En fait, il ne se déplaçait pas, il était en infraction. Bon, on a adapté, on a trouvé un système qui permet d'admettre que quand un vétérinaire a une connaissance suffisante de l'élevage, parce qu'il y effectue tous les examens cliniques, etc., il y va souvent, qu'il réalise en même temps un bilan sanitaire, un protocole de soins, il peut, sur la base d'indicateurs préétablis, prescrire depuis son cabinet sans voir le protocole de soins. Alors, effectivement, le protocole soit précisé à l'éleveur. Bien sûr, ce protocole est précisé à l'éleveur. Tout ça, c'est une réglementation qui est mise en place depuis 2007. Sauf qu'en 2007, on n'avait pas ce niveau de conscience de la lutte contre l'antibiorésistance. Donc, il est question aujourd'hui de revoir et je dirais, durcir un petit peu la prescription des antibiotiques dans ce cadre. Je pense que sans attendre finalement la réglementation, il va de soi, il est de la conscience du vétérinaire de réfléchir à la prescription d'antibiotiques dans ces conditions, de la limiter, je dirais, de façon encore plus drastique. Donc, il y a un effort à porter là-dessus, simplement être très rigoureux. Alors, on a parlé des élevages, alors maintenant on peut peut-être parler aussi
de ce qui se passe Oui, de avec ce qui les se animaux passe, de oui, compagnie, les animaux de compagnie, alors et les voilà, chevaux aussi, tout à fait, puisque et les chevaux, bien ça sûr. se rapproche un petit peu. Tout à fait. Là, c'est évidemment des approches beaucoup plus individuelles, avec des, comme je disais tout à l'heure, des gens qui ne sont pas des éleveurs professionnels. Alors, il faut, là encore, promouvoir auprès de ses clients le bon usage des antibiotiques. Il y a eu les slogans qui ont été utilisés. Hein, pour eux aussi, c'est pas automatique. Alors, aujourd'hui, il y a le slogan rural, enfin, les antibiotiques comme il faut, quand il faut. Je crois que c'est le nouveau slogan. Bon, tout cela, ce qu'il faut dire simplement à nos confrères, c'est qu'il leur faut utiliser tous les outils qui sont mis à notre disposition par les pouvoirs publics, par l'OIE, et c'est un discours d'éducation au quotidien. Voilà, il va falloir sûrement modifier un peu ses façons de procéder, ne pas se contenter d'administrer tel l'aspiramycine de tous les 15 jours sur le chien qui sent mauvais de la bouche parce qu'il a beaucoup de tartre, voilà. C'est vraiment l'éducation des propriétaires. Voilà, Aussi, là, hein. oui, tout à fait. C'est une question d'éducation du propriétaire, il y a un ensemble de choses. Voilà. Il faut corriger les façons de faire. Et utiliser les outils à disposition surtout. Aussi, ça, c'est pas très différent de ce qu'on doit faire oui, dans le rural. là aussi, vous avez des sujets de problèmes. Oui, les outils sont disponibles, mêmes, hein. et là aussi on renvoie. Il y a des outils spécifiques, mais disons, nous renvoyons dans les liens à la fin sur l'approvisionnement en ces outils que chacun peut afficher dans sa salle d'attente. Voilà. Et puis alors là, bon, j'ai peut-être été un petit peu sévère en écrivant cela, je dirais que les vétérinaires canins et autant les vétérinaires ruraux qui ont été, puisqu'il s'agissait de production animale, de production donc, consommée par l'homme, donc la vigilance des pouvoirs publics s'est exercée d'abord, et puis sans qu'elle s'exerce, je dirais, dans le domaine de l'animal de compagnie ou même du cheval de sport. Alors, si bien que bon, nos confrères canins et équins sont peut-être un peu moins, je dirais, connaisseurs du Code de la santé publique. Donc, je pense qu'il y a quelques petits progrès à faire. D'autant que l'action 18 de l'éco-antibiotique, c'est la seule action un peu répressive, si je puis dire, qui se profile, c'est de dire que là, il faut continuer l'effort. Et donc, je crois que... Alors, en fait, finalement, il y a une façon de le faire de façon pratiquement ludique, hein, et non pas désagréable. Oui. Il est plus facile d'aller s'auto-évaluer sur le site Qualité Vet que d'attendre l'arrivée d'un inspecteur de la santé publique vétérinaire ou d'un inspecteur de la pharmacie. Donc je crois, et puis surtout bien connaître les guides de bonne pratique, encore une fois. Là, qui sont aussi disponibles. Qui sont disponibles et très très bien faits. Ils sont parfaitement réalisés concernant les... Alors là aussi, il y a des traitements alternatifs, de la même manière. Bon, si vous voulez, on l'a déjà dit pour les espèces de rente. Simplement ici, la demande est peut-être encore plus forte parce que le public est très sensibilisé aujourd'hui. C'est dans l'air du temps que d'utiliser toutes ces méthodes alternatives. Il faut simplement que là aussi, les vétérinaires canins, comme les vétérinaires ruraux, restent sensibles au fait que il ne faut pas, je dirais, s'adonner à la pseudo-science. Il faut surtout vérifier. Alors là aussi, scientifiquement. Même chose. Même combat. Alors là, j'avais simplement je l'ai remis pour les canins parce que il y avait le problème des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Et il faut bien reconnaître que pour les nouveaux animaux de compagnie, finalement, en termes de toxicité, innocuité, les fluoroquinolones, elles étaient vraiment merveilleuses. Mais oui, il va falloir là aussi s'adapter. Et on n'est pas obligé d'utiliser les fluoroquinolones. On va pas faire le débat sur les NAC, mais... Et puis ne pas céder à la facilité galénique, parfois, d'administrer telle céphalosporine de 3e ou 4e génération injectable, parce que c'est plus commode, plus pratique. Voilà. Alors, on va parler d'observance de traitement. Oui, l'observance, d'ailleurs, ça revient. En évoquant cela, c'était aussi une façon de respecter l'observance. Alors, il est vrai qu'il n'est pas facile. Il y a des équilibres à trouver, un juste milieu entre utiliser trop facilement une céphalosporine de 3e génération ou 4e génération pour respecter l'observance et en même temps l'utiliser alors qu'il y a des alternatives, y compris déjà en antibiotiques. C'est vrai que c'est pas facile d'administrer un médicament à un non, chat, par exemple. Non, c'est vrai. Alors, il y a, je dirais, en attendant que les laboratoires producteurs aient mis au point avec des antibiotiques qui ne soient pas des antibiotiques d'importance critique, des formulations galéniques Rotard permettant aux vétérinaires de réaliser la totalité du traitement, eh bien, il faut que les vétérinaires pensent à éduquer les maîtres à l'administration des médicaments. Un bon procédé, c'est de faire la démonstration. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt pour le vétérinaire. Vous savez, le vétérinaire peut délivrer les médicaments qu'il a prescrits. Un des intérêts, c'est précisément de prendre le premier comprimé, de faire la première administration du médicament et de montrer. C'est aussi un des intérêts de la possibilité
pour le vétérinaire de délivrer le médicament qu'il prescrit. C'est pas vraiment le sujet là, mais ça renvoie aux problématiques de la communication avec le propriétaire de l'animal. Absolument. Il peut être bénéfique dans plein de cas. Absolument. Aussi bien dans cette éducation du propriétaire que pour les contre-indications ou les risques éventuellement courus par le traitement. Oui. Il existe de la documentation disponible d'ailleurs sur les façons d'administrer le médicament au chat, par exemple. C'est pas toujours facile pour le chat. Voilà. Et puis il faut vérifier par tout moyen que le traitement a bien été administré. Enfin, finalement, je pense que les médecins ont ce problème aussi de l'observance du traitement. Oui, alors avec le fait que le patient, lui, il a comme le droit de faire aussi de décider qu'il ne veut plus prendre son traitement. Oui, voilà. Alors là, ici, il y a le propriétaire qui peut décider ça pour lui. Puis il y a aussi parfois le chat, puisqu'autrefois on disait que quand le chat refusait de prendre le traitement, ça voulait dire qu'il était guéri et que le traitement n'était plus utile. Bon, c'est pas forcément applicable aux bonnes pratiques d'antibiothérapie. Un petit peu de lutte contre les... Même chose, on l'a dit, mais là je pense que, oui, on a découvert, enfin l'ANSES a mis en évidence le fait que, on a eu des bactéries résistantes mises en évidence dans les cliniques vétérinaires en tant que maladie nosocomiale. Donc il faut penser à se protéger contre ces bactéries résistantes qui proviennent parfois de porteurs sains, qui côtoient des animaux débilités et qui peuvent finalement être responsables d'apparition de maladies nosocomiales. Donc en fait ce sont les mesures d'hygiène concernant le personnel des animaux, comme elles existent dans les hôpitaux en humaine, et puis les mesures de biosécurité, isolement. D'ailleurs je veux dire que les nouvelles dispositions concernant les établissements de soins vétérinaires ont inclus ces notions d'isolement, de séparation des contagieux et des autres, etc. Donc voilà. Y compris dans les interventions chirurgicales. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a aussi des études, j'imagine, qui portent sur les produits qui servent à la désinfection des surfaces. Oui, leur efficacité, oui, il y a tout cela. Bon. Mais tout cela, c'est disponible, encore une fois, s'agissant notamment de nos confrères exerçant en canine, les fiches qui ont été établies par l'AVVAC, qui sont disponibles tant sur le site de l'AVVAC que sur le site que j'ai cité des référents, donne tout conseil pour éviter l'apparition de maladies nosocomiales dans les cliniques et centres hospitaliers vétérinaires. Je crois qu'il faut simplement penser à utiliser, le seul message important que nous ayons à dire, c'est qu'il faut penser à utiliser tous ces outils qui sont à la disposition des vétérinaires, qui sont remarquables. C'est un travail d'ailleurs généralement pour beaucoup bénévole de la part d'un certain nombre de confrères au service de la collectivité. Il faut que l'ensemble des confrères utilisent ces outils qui ont été mis à leur disposition. Alors on arrive sur la fin de notre conférence, donc en matière de conclusion, est-ce que c'est une conclusion optimiste ou une conclusion pessimiste? Moi je suis d'abord toujours optimiste. D'abord finalement, quand on est vétérinaire en France, on ne peut qu'être optimiste. Finalement, nous avons le succès des cours antibio 1 reconnu en France, en Europe, salué par la Commission européenne, je dirais même salué dans le monde, puisque le Conseil national de l'ordre en 2016 avait concouru, puisqu'il y avait un concours qui avait été organisé entre les organisations professionnelles vétérinaires des pays adhérents à l'Association mondiale vétérinaire. Je crois qu'il n'y a qu'une vingtaine de pays qui avaient concouru, mais il y avait quand même les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Et finalement, ce sont les organisations vétérinaires françaises entraînées par leur ordre qui ont gagné le prix, qui a été remis en 2017 à mon successeur à Séoul. Voilà. Donc, mais bon, peu importe, ça traduit, c'est bien, ça veut dire que les vétérinaires, oui, il y a la reconnaissance, ça veut dire que les efforts ont été accomplis, mais il faut maintenant réussir les cours antibio 2. On a diminué, on a amélioré, il faut encore faire mieux, on peut encore faire mieux. Les vétérinaires, je dirais, peuvent se comporter comme une véritable armée en marche quand ils sont convaincus qu'un problème de santé animale est majeur et qu'en plus, il implique la santé publique. Je crois que c'est une question d'éthique personnelle et collective. C'est un bel engagement pour l'image professionnelle et en même temps, c'est une action qui se situe, comme on l'a déjà dit, pleinement dans l'esprit One Health. Je crois que même engagement des médecins et des vétérinaires, même combat. Donc il n'y a plus qu'à faire pareil au côté de la médecine humaine. Voilà. Je vous laisse le dire. Ok. Bien, merci beaucoup Michel, merci à tous ceux qui ont participé. Donc je vous rappelle que vous pouvez aussi nous donner vos impressions sur cette conférence et puis évidemment revenir sur la conférence en différé sur le site et retrouver aussi toutes les références qui sont là. Mais évidemment vous n'avez pas l'occasion de toutes les lire là, mais elles seront disponibles sur le site. Donc vous pourrez tout à fait aller consulter tous les guides de bonne pratique que Michel Bossier vous a présentés et qui, je pense, effectivement, sont un élément important dans l'amélioration de la lutte contre les résistances bactériennes.
Merci à tous et puis à une prochaine conférence pour ce qui est des professionnels de santé, médecins et paramédicaux. On se retrouve à la rentrée pour quand même un sujet médicamenteux aussi, qui est le risque médicamenteux sur l'ensemble du parcours de soins des patients. Voilà. Bonsoir. Merci à tous, bonsoir.